Une victoire dès le premier tour, c'est ce qu'il voulait. Pari tenu pour Recep Erdoğan. Il est le nouveau président de la Turquie après en avoir été le Premier ministre. Les contestations de l'opposition dans la rue, les accusations de corruption, rien n'y a fait. À quoi s'attendre pour ces 5 prochaines années? Quel pouvoir? Fort? Modéré? Quelle sera la Turquie de demain? On en parle avec vous, Robert Ancio, professeur à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la Turquie. Et vous, Amit Bozarslan, kurde et directeur d'études à l'EHESS, spécialiste de la Turquie également. Vous êtes les grands témoins de ce 64 minutes. Alors je me tourne d'abord vers vous, Robert Ancio. Il n'y a pas eu de raz-de-marée, mais comment Recep Erdoğan est-il parvenu à se faire élire dès le premier tour? Mais je crois essentiellement que c'est parce que l'opposition n'a pas réussi à lui opposer un adversaire crédible. Si l'on se rend compte que le Parti républicain du peuple et le Parti nationaliste, qui n'ont d'ailleurs idéologiquement rien en commun, ont choisi un représentant de l'islam modéré pour les représenter, on ne peut pas parler d'un choix d'une alternative politique. C'est-à-dire qu'il y a une forte abstention, c'est ça? C'est une opposition qui n'est pas porteuse ni d'un projet politique, ni d'aucun projet de société. Alors bon, il reste Erdoğan, il a un bilan, il a un projet, il a clairement exprimé quelles étaient ses ambitions, et il a évidemment récolté logiquement les voix des électeurs. Et il a une base électorale solide. Il a une base électorale solide de surcroît, mais je dirais que tout se joue toujours au niveau des prises de position de l'électorat flottant. Or, cet électorat flottant, visiblement, soit s'est abstenu, soit a voté pour Erdoğan. Quant à ses opposants, eh bien, nous les retrouvons dans tous ceux qui ont voté contre et parmi la plupart de ceux qui se sont abstenus. Alors, justement, juste après l'élection, il y a eu un message fort envoyé à son électorat, Recep Erdoğan, qui vient du parti islamiste et conservateur AKP. Et première chose qu'il a faite, donc après sa victoire, eh bien, c'est d'aller prier dans une mosquée, Amit Bozarslan. C'est un message fort, ça, quand même. C'est un message très fort, d'autant plus que sa déclaration présidentielle en tant que candidat était ponctuée effectivement de références extrêmement religieuses, tout à fait assumées. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait d'aller prier signifie énormément de choses. Cela est un message très fort à l'Anatolie conservatrice. N'oublions pas que 64-65% de l'électorat vote depuis les années 1950 pour un parti conservateur ou un autre parti de conservateurs. En deuxième lieu, effectivement, c'est de substituer un rite ottoman au rite républicain. Autrement dit, effectivement, de aller remercier d'abord Dieu pour l'oiseau de l'État. Parce que dans l'islam, comme vous savez, l'État, c'est une chance, c'est un oiseau de fortune. Donc, pour cet oiseau de fortune qui atterrit, voilà, chez lui. Est-ce qu'on n'est pas loin du message rassembleur qu'il a prononcé après? Ce message rassembleur ne pourra pas tenir parce que la société effectivement est extrêmement polarisée. Il a confessionnalisé la politique intérieure et la politique extérieure de la Turquie. Derrière les contestations de l'année passée, ce facteur de confessionnalisation jouait un rôle extrêmement important. La communauté alévite se trouve pratiquement dans la dissidence ouverte. Donc de ce point de vue-là, on a l'impression que malgré le message, le rassemblement n'a pas eu lieu. Robert Ancio, je crois que vous vouliez réagir. Mais je voulais réagir sur un plan. C'est précisément l'orientation de plus en plus religieuse adoptée par ce gouvernement. Et quand on dit qu'il a enlevé sa chemise islamiste, comme l'avait proclamé Recep Erdoğan à un certain moment, on est bien obligé de constater ces dernières semaines plutôt, que le gouvernement s'est affirmé de plus en plus conforme à une vision islamique traditionnelle du pouvoir et des devoirs d'un gouvernement. Et on retrouve là-dedans, je dirais, une référence à la sourate 3, verset 104 du Coran, qui commande à un gouvernement d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Or, que voit-on ? On voit de plus en plus se développer au niveau du gouvernement une politique intrusive qui est totalement conforme à cette injonction faite à un gouvernement. Les femmes ne doivent pas s'exclaver en public, c'est une intervention du gouvernement, je dirais, dans la sphère privée. Et de plus en plus, je crois que ce gouvernement est appelé à se diriger vers une politique de plus en plus intrusive au niveau de la sphère privée. Justement, est-ce qu'on se dirige vers un pouvoir plus autoritaire, un régime plus autoritaire ? Je dirais que le régime ne sera peut-être pas plus autoritaire qu'il ne l'est aujourd'hui,
mais il s'affirmera beaucoup plus comme tel, sachant qu'il peut compter sur un électorat majoritaire. Et il y aura probablement, je dirais, une vision hégémonique qui existait déjà par le passé, mais qui va s'affirmer encore plus avec l'étendue des pouvoirs dont s'est investi Erdogan. On parlait de tension tout à l'heure, justement, avec les événements de la place Taksim. Hamit Bozarslan, on a vu qu'il y avait ce candidat aussi issu de la minorité kurde. Pourquoi il est venu à la présidentielle, à votre avis ? Il est venu à la présidentielle pour envoyer un signal extrêmement fort à la gauche libérale et démocratique turque. Il s'est fait le porte-parole, disons d'une manière générale, des minorités. Il s'est fait porte-parole de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc il apportait en quelque sorte une conscience qui partait du Kurdistan, mais qui allait bien au-delà du Kurdistan en tant que territoire. Et donc je crois qu'il est devenu effectivement aujourd'hui l'une des figures probables d'un renouvellement de la gauche en Turquie, donc une gauche qu'on pourrait espérer démocratique et libérale. Et le dialogue avec les Kurdes, il en est où aujourd'hui en Turquie ? Pour le moment, il y a un processus de paix qui a été lancé déjà depuis plus d'un an. Ce processus, effectivement, a permis de pacifier un peu la situation puisque la guerre a cessé. C'est un point positif. Mais de l'autre côté, on a l'impression que le processus n'apporte absolument rien. Et mon collègue a déjà souligné le fait que le pouvoir était totalement imprévisible. Je crois que il faudrait s'attendre à l'avenir à une personnification extrêmement forte du pouvoir d'Erdogan avec un transfert de légitimité de toute institution, y compris partisane, vers la présidence de la République. À cela, il faudra ajouter aussi le fait que désormais, ce sont les services de renseignement qui sont la charpente de l'État turc. Ces services de renseignement dépendront directement de la présidence. Donc, on peut effectivement s'attendre à ce que les promesses faites pendant la campagne ne soient pas tenues. Votre réaction, Robert Anciaux ? Oui, je crois qu'à propos justement du problème kurde, il faut bien dire que Recep Tayyip Erdogan a très habilement exploité, disons, les gestes de conciliation faits à l'égard de la Turquie en vue d'apporter une solution politique à ce conflit qui dure déjà, je dirais, depuis carrément la naissance de la République turque. Mais ces gestes, il a également compté sur la reconnaissance d'une partie de la population turque qui aurait été sensible à sa propagande et aurait voté pour lui en espérant qu'il soit à même de continuer les réformes qu'il avait commencé à initier. Mais on pourra juger sur sa position ultérieure si tout cela était de la propagande électorale, parce que ce n'est pas la première fois que Recep Tayyip Erdogan fait des progrès, fait un pas en direction des Kurdes, et puis pose 2-3 gestes qui font reculer le débat de quelques longueurs. Alors, il y a la position également de la Turquie sur l'échiquier international, et notamment les rapports avec l'Europe. Quels vont-ils être, à votre avis ? J'ai l'impression que depuis maintenant 4 ou 5 ans, plus personne ne discute de la question européenne en Turquie. Oui, on n'en a pratiquement pas parlé pendant cette campagne. Voilà, on n'en a pas du tout parlé, mais on n'en a pas parlé non plus en 2011. Pire encore, je dirais que le discours de l'AKP et d'Erdogan plus particulièrement désigne les ennemis de l'extérieur, les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur. Je crois qu'effectivement Erdogan n'accepte absolument pas le fait qu'il puisse y avoir une dissidence dans une société. Pour lui, les citoyens ne sont pas des sujets politiques, mais des membres d'une famille qui doivent obéir à leur père, à leur fondateur. Et ces ennemis de l'intérieur sont de mèche avec les ennemis de l'extérieur, parmi lesquels tantôt les Américains, tantôt les Israéliens, tantôt les Européens. Donc on a l'impression que de ce point de vue-là, on vit une crise qui est très durable. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus oublier que Erdogan a perdu beaucoup de crédibilité aux yeux de la communauté européenne, aux yeux des dirigeants européens, notamment en Allemagne. Mais c'est qui les amis de la Turquie aujourd'hui, Robert Anciaux ? Je dirais que la Turquie ne compte pas tellement d'amis. C'est isolé, on a l'impression. Elle compte surtout des États qui ont un intérêt quelconque à voir les relations s'approfondir avec la Turquie. Je répéterai ce que disait Churchill à cet effet.
Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des alliances en vue de réaliser certains intérêts. Et je crois que c'est exactement ce qui est la position de la Turquie, mais ce qui est aussi la position de ses alliés. D'autant plus que la Turquie a quand même fait preuve d'une certaine capacité de résistance aux sollicitations des États-Unis et que, sans être totalement distendues, les relations ne sont plus ce qu'elles étaient avant 2003, date à laquelle la Turquie a refusé son autorisation au passage des troupes américaines en direction de l'Irak. La Turquie, elle est entourée de conflits aujourd'hui. Il y a notamment la Syrie et l'Ukraine. Est-ce que Recep Erdogan, il craint ce genre de conflit dans son pays ? Il craint ce genre de conflit, d'autant plus que le conflit kurde, c'est aussi un conflit qui existe en Turquie même. Et aujourd'hui, de fait, les frontières du Moyen-Orient ont été pulvérisé par la violence ou sous l'impact de la violence. Il y a une continuité entre le Kurdistan de Turquie et le Kurdistan de Syrie. Il y a une continuité entre ces deux parties du Kurdistan et le Kurdistan d'Irak. Il y a une fluidité qui est là. Le Kurdistan d'Irak a servi de référence pour les Kurdes de Turquie. Comment ils regardent d'ailleurs les Kurdes de Turquie, ce qui se passe aujourd'hui au Kurdistan irakien ? Avec énormément d'inquiétude. Et n'oublions pas que le PKK participe directement aux affrontements contre l'État islamique, déjà depuis pas mal de temps, mais surtout depuis maintenant quelques jours. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même une continuité, mais on a aussi l'impression qu'il y a une sorte de paralysie dans la politique étrangère turque qui a été très très active dans les années 2000, alors que depuis un an et demi, on a l'impression qu'effectivement Ankara regarde ce qui se passe dans la région sans disposer de beaucoup de moyens d'intervention. Je dirais que la Turquie avait fondé dernièrement sa politique, depuis l'accession de l'AKP au pouvoir, avait fondé sa politique sur zéro problème avec ses voisins et l'établissement, un accroissement des échanges commerciaux qui sont vitaux pour la Turquie, qui est un pays dont l'économie était extrêmement extravertie. Or, dans l'esprit, je dirais, des partisans de ce problème zéro, on comptait beaucoup sur l'approfondissement de relations avec l'Égypte, on comptait énormément sur les relations avec la Syrie avant l'éclatement du printemps arabe, et on comptait, je dirais, beaucoup moins sur l'Irak, mais l'Irak est malgré tout un gros client en dépit des tensions qui se manifestent entre al-Maliki et Erdogan. Le gros problème, c'est que les printemps arabes, pour ça, il y a eu une phase prometteuse avec l'accession des frères musulmans au pouvoir, et là on se trouve en espèce de parallélisme idéologique entre les deux. Il y avait eu dès le départ une série d'accords commerciaux, financiers, d'investissements, y compris des manœuvres militaires avec l'Égypte. Et dans l'esprit d'Erdogan, je présume, il avait compté que la révolution syrienne à son départ, dominée semble-t-il par les frères musulmans, aurait permis la continuation de ce axe, je dirais, stratégique sunnite qui aurait regroupé les trois des principales puissances du Moyen-Orient, à savoir la Syrie, l'Égypte et la Turquie. Gros problème, Morsi est renversé, la nouvelle Égypte se retourne vers l'Arabie Saoudite qui la finance, d'où, disons, que Recep Tayyip Erdogan se trouve placé dans une position d'allié secondaire, et les relations ne sont pas très bonnes entre le pouvoir égyptien et Erdogan. Quant à ce qui se passe en Syrie, eh bien, rien ne se passe comme il le pensait. Et la mouvance sur laquelle il comptait ne domine plus rien. La situation est chaotique, elle est essentiellement dominée par les conflits entre factions, et il n'y a là aucun avenir, je dirais, pour une politique économique, un projet de projection d'une puissance politique et économique dans cette région. Et ce seront donc les mots de la fin. Merci Robert Ancio et Hamid Bozarslan d'avoir été les grands témoins de ce 64 minutes.